Dans l'actualité des idées aujourd'hui, sois prof et tais-toi en pleine réforme Blanquer, alors que son projet de loi pour une école de la confiance, adopté en première lecture à l'Assemblée en février, reste controversé. Il s'interroge, comment croire encore au prestige d'un métier si violemment remis en cause dans certains établissements, si constamment déprécié par les politiques publiques, tellement moqué par ses prétendus privilèges. Lui, c'est Aymeric Patricot, notre invité, auteur déjà de Les Petits Blancs et d'un autoportrait d'un professeur en territoire difficile. Aujourd'hui, professeur en classe préparatoire et essayiste, il pose la question dans Les bons profs, qui paraît aux éditions Plein Jour. Bonjour Aymeric Patricot. Bonjour. La saison des concours est ouverte avec les épreuves écrites du CAPES déjà passées. Porte d'entrée vers l'enseignement, ce CAPES, le nombre d'inscrits baisse depuis une dizaine d'années. Comment expliquez-vous ce qui s'apparente à une crise des vocations ? Oui, c'est quelque chose de très triste. La figure du professeur s'est banalisée, elle a moins de prestige. Les conditions matérielles de l'exercice du métier se sont dégradées. Le pouvoir d'achat s'est effondré. Il y a eu, je crois, moins 30% en 20 ans. Il y a toujours le tabou de conditions parfois très brutales dans certains collèges ou lycées difficiles. Tout ça n'a pas été réglé par la classe politique. Donc le métier s'est dégradé objectivement. Donc il ne faut pas s'étonner après que les vocations soient moins nombreuses. Aujourd'hui, en 2019, vous auriez 20 ans, vous iriez repasser ce concours ? En fait, oui, puisque moi j'ai commencé par faire HEC, donc j'aurais pu avoir une carrière avec beaucoup d'argent à la clé, des très belles carrières dans l'entreprise, mais c'est vraiment l'amour de la littérature qui m'a, en fin de compte, réaiguillé vers le métier de prof, parce que j'avais envie d'un métier qui travaillait avec cette matière qu'était la littérature. Donc même aujourd'hui, quel autre métier que celui-là, sinon pourquoi pas critique littéraire ou éditeur, mais disons c'est un des rares métiers où on peut appliquer en tout cas étudier la littérature et puis la tester entre guillemets avec les élèves. Donc ça reste un très beau métier. Et à 16 heures perdues, la pratiquer, puisque vous écrivez aussi des romans et des essais comme celui-ci, Les bons profs. Réflexion donc autour du statut de professeur, mais surtout autour du contenu de ce métier que vous pratiquez. C'est vrai que vous êtes un étrange spécimen quand vous obtenez l'agrégation de lettres modernes à la 3e tentative, il y a 15 ans. Vous êtes alors sorti d'HEC, vous êtes déjà passé par le monde de l'entreprise et par la diplomatie culturelle. Avec quelle perspective, quelle envie vous vous dirigez dans cette voie-là, dont vous dites d'ailleurs que cette vocation, elle était certes tardive, mais aussi paradoxale. Alors c'est vrai qu'à 20 ans, j'avais une image assez contrastée du métier. Pour moi, il y avait une forme de misère du professeur qui passait sa vie un peu à côté de la société. Il n'avait pas vraiment de fonction dans la société. Il passait sa vie à s'adresser à des enfants, finalement. Donc lui-même était un peu constamment rattaché à ce monde de l'enfance. Donc je trouvais ça un peu triste. Et puis j'ai mis 10 ans finalement à identifier les beautés possibles du métier. C'est vrai. Mais pourtant vous y allez. Et pourtant j'y vais, voilà. Alors j'ai écrit ce livre parce que ça fait 15 ans maintenant que j'exerce. J'ai écrit un premier livre en 2011 sur le côté plus spécifique du métier dans les collèges difficiles. Là j'ai voulu élargir un peu le propos en essayant de faire le bilan sur ce que j'avais appris du métier après 15 ans. Finalement c'est un métier où on apprend tous les jours. Il n'y a pas vraiment de méthode pour être un bon prof. Donc j'essaie de faire le point moi-même sur ce que j'ai appris. Et puis je me fixe aussi un programme peut-être pour les 20 ans qui restent pour savoir quelle direction je dois prendre pour m'améliorer aussi un peu en tant que prof. Finalement il n'y a pas que les élèves qui s'améliorent, il y a aussi les profs qui s'améliorent. C'est ça, il n'y a pas que les élèves qui vont sur les bancs de l'école, les professeurs aussi continuent en allant à l'école à apprendre. Oui, mais d'ailleurs les élèves observent constamment le prof. Le prof est un peu un élève vis-à-vis des élèves. Les élèves le scrutent, le jugent, estiment s'il est bon ou pas pour préparer les examens. Donc j'ai le sentiment moi de passer les concours chaque année et même des examens à chaque heure de cours. Hein, bon. C'est d'ailleurs un métier assez particulier où on joue vraiment un personnage devant 30 élèves chaque heure de la semaine. Donc oui, il y a ce côté examen qu'on passe un peu. Oui. Alors quand on est élève, on a ses matières préférées, les maths, le français, les langues, le sport ou autre. Vous, comme professeur, quelle est la dimension que vous avez appris à aimer, que vous préférez aujourd'hui dans ce métier, la casquette que vous préférez avoir, celle de chef de la classe, celle de transmetteur de savoir, celle d'autorité plutôt, ou comment vous percevez ça? Alors ce qui est à la fois beau et complexe avec ce métier, c'est qu'il cumule de nombreux idéaux. Pour moi, j'en vois 3 principaux. L'idéal humaniste, un peu le prof est là pour que les élèves s'épanouissent humainement. L'idéal plus citoyen. C'est l'idéal républicain, on veut que les élèves s'épanouissent dans la société démocratique. Et puis un idéal plus économique ou social, on veut que les élèves s'insèrent dans le monde professionnel. Donc le prof doit constamment jongler avec ces 3 idéaux. Donc il n'y en a pas un qui s'affirme par rapport aux autres. Constamment, tout le monde lui rappelle qu'il doit essayer
dans son cours de mêler tous ces objectifs. Donc je peux pas dire que j'ai une casquette particulière. J'ai un intérêt particulier pour la culture et la littérature, donc j'aime bien l'idéal humaniste qui est d'enseigner aux élèves la beauté de la culture. Mais par ailleurs, je sais qu'il y a une grosse pression sur les profs pour qu'ils préparent aux examens. Donc je sais bien que j'ai intérêt à être efficace pour préparer aux examens, au concours. Et puis il y a aussi l'idéal républicain qui est souvent mis en avant par la classe politique. Donc il faut apprendre aux élèves à débattre, à comprendre les enjeux de société. Mais pour moi, ces trois idéaux s'équilibrent un peu. En tout cas, j'essaie d'être constamment à l'affût de ces trois idéaux. Et un bon prof serait un professeur qui arriverait à faire cohabiter en lui, dans son enseignement aussi, ces trois idéaux-là. Parce que vous l'écrivez, c'est un métier que l'on découvre à mesure qu'on le pratique. C'est compliqué même d'obtenir un brevet de bon professeur quand personne ne sait exactement ce que c'est être un bon professeur. Effectivement, d'ailleurs c'est assez frappant. On vit une époque où l'éducation nationale peine elle-même à définir un sens précis à l'éducation. Chaque ministre finalement a sa version un peu de l'éducation. Monsieur Blanquer en a une, qui n'était pas celle de Madame Vallaud-Belkacem, etc. En tout cas, moi, quand j'essaie de réfléchir à ce que c'est qu'un bon prof, quand je fais le bilan de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai lu et de ce que les élèves m'en disent, j'arrive à identifier deux grandes dimensions. Il y a cette dimension d'efficacité. On ne pardonne pas aujourd'hui à un prof de mal préparer aux examens, et c'est lié à ce que j'appelle, enfin ce que tout le monde appelle la massification scolaire. Aujourd'hui, tous les élèves, bon an mal an, sont au lycée et passent le bac. Tous les élèves ont peur du chômage, tous les élèves attendent des diplômes, donc il faut cette efficacité. Mais la deuxième dimension, qui me paraît complémentaire de la première, les élèves attendent aussi ce qu'on pourrait appeler une épaisseur humaine, ce que j'appelle moi le charisme. C'est-à-dire, si le prof n'était qu'une sorte de machine à préparer les concours, les examens, il y aurait un côté désespérant au métier et un côté désespérant pour les élèves qui auraient l'impression d'être dans une sorte de grande machinerie. Donc ça me paraît indispensable qu'il y ait cette dimension du charisme, même si, enfin du charisme ou de l'humanité en tout cas, ou de la bienveillance, on l'appelle comme on veut, même si cette notion de charisme a parfois été très critiquée par certains penseurs de l'éducation. Par qui ? Alors Bourdieu a une page assez sévère sur le charisme dans Les Héritiers. Bourdieu qui considérait que la culture classique était assez mensongère. Elle se prétend universelle alors qu'en fait elle cache des conflits de classe, et que les profs qui se veulent charismatiques, en faisant croire que leur culture est belle, ne font que parler en fait aux élèves les plus bourgeois. Bon. Donc il est très critique vis-à-vis de ce charisme qui pour lui est mensonger. Or moi je pense, alors, je suis en partie d'accord avec lui. Il y a effectivement des pesanteurs sociales qui fait que la culture classique est parfois un peu snob. Mais je pense malgré tout qu'elle a ses beautés, bon, d'une part, et que d'autre part, les profs qu'on aime, qu'on apprécie, et que je cherche moi-même à être, ont toujours cette dimension humaine. Je vois pas pourquoi être si critique et ironique vis-à-vis de cette dimension charismatique. Il y en avait un autre qui était très critique envers cette classe des sachants, envers cette autorité-là aussi. C'est le philosophe Ivan Illich, l'auteur de Libérer l'avenir et d'une société sans école, paru en 1970. Écoutez. Il faut comprendre le mal que l'école fait. Maintenant, dans ce but, il faut distinguer clairement entre ce que l'élève ou son instituteur personnellement font dans certaines circonstances et ce que l'école structurellement, inévitablement fait. Quelquefois, un élève apprend quelque chose d'un instituteur. Et chacun de nous se rappelle que quelquefois, pendant sa jeunesse, il a eu une journée, une heure, très illuminante avec un maître. Mais ça, c'est quelque chose de bien différent de ce que l'école enseigne dans le monde entier. Elle enseigne à l'enfant qu'il a besoin de l'institution pour apprendre. Il enseigne à l'enfant qu'il ne peut pas apprendre ce qu'un autre a jugé appartient à une classe supérieure. Il enseigne à l'enfant de se sentir classé par un bureaucrate. L'école enseigne inévitablement à l'enfant que l'enseignement que la société respectera est le produit d'une institution établie par cette institution et par des experts qui savent comment produire cette marchandise. Il ne se méfie pas tant de l'homme, il se méfie de l'institution dans laquelle l'homme et le professeur est enserré. L'école qui produirait des élèves dociles, obéissants, qu'on inviterait à consommer, voire à ingurgiter des programmes tout faits, préparés par des autorités à moitié compétentes pour le faire. C'est aussi une perception de l'institution que vous avez pu percevoir, pratiquer, ou est-ce que c'est très loin de vos observations de terrain ?
Oui, j'ai ressenti ça dès le début. D'ailleurs, j'en parle en 2011 là, dans le portrait du professeur. Très vite, je me suis demandé, au fond, quelle était cette institution, quel était le sens de mon métier, et je me suis souvent dit, tiens, en fait, je suis un rouage dans une immense machine qui consiste à repérer les talents, trier les élèves et les répartir sur l'échelle sociale. C'est une des dimensions du métier, c'est une des trois dimensions que je relevais tout à l'heure. Je le ressens profondément. En même temps, je suis un progressiste, je suis pas un révolutionnaire, je suis assez fataliste sur ces questions-là. Je vois pas comment on peut éviter à un moment, effectivement, le repérage des talents et la répartition des talents sur l'échelle sociale. C'est une dimension qui est parfois un peu triste parce que l'école ressemble à une sorte de gare de triage. Mais comment faire autrement? C'est-à-dire, pour que un tel soit médecin, il faut bien qu'il apprenne la biologie et les sciences. Pour que un tel soit pilote, il faut bien qu'il apprenne des maths. Comment faire autrement que d'obliger les élèves un peu à rentrer dans des cases et acquérir des compétences, comme on dit maintenant? Donc je suis toujours un peu triste de constater cette force de l'institution, parce que j'ai en moi cet idéal humaniste qui cherchera à faire aux élèves d'autres choses que ces choses-là. Mais malgré tout, ça fait partie aussi du métier. Et donc je fais partie de ceux qui considèrent qu'il y a aussi une beauté de l'institution. Bon, elle n'est pas uniquement à critiquer. Et avec du recul, quelle est la force du professeur dans l'institution? C'est-à-dire, est-ce que vous avez le sentiment de vous être fait broyer par le système, que c'est inévitable, ou avec esprit critique, d'être capable aussi de retourner ce système à votre avantage? Alors déjà, c'est justement l'intérêt d'écrire ce genre de livre, c'est de faire le point sur ce qu'on comprend, ce qu'on perçoit, et de mieux définir sa position. Donc le fait que, après 15 ans d'expérience, j'ai essayé d'identifier ces trois idéaux, fait que, voilà, je peux dire que le côté institutionnel se rapporte au troisième idéal, mais que je garde en moi l'idéal humaniste. D'autre part, moi, je en même constate... temps, pardon, mais maintenant vous êtes professeur en classe préparatoire. Oui, alors, vous n'êtes plus au collège, oui, en plus, ni au lycée. Le côté examen... Donc est-ce que vous avez fui? Ah oui, alors ça c'est encore une autre question. Pour finir sur cette première question, je trouve, moi, qu'il y a finalement une grande liberté pédagogique du prof. Finalement, quand on regarde la carrière d'un prof, il est inspecté, alors c'est en train de changer peut-être, mais il est inspecté en moyenne tous les 8 ans, 10 ans. Alors il y a un peu de travail en équipe, mais globalement, l'essentiel de son métier, c'est d'être seul face à la classe. Donc, quelles que soient les réformes, quels que soient les manuels, quelles que soient les instructions qu'on a à l'UFM ou aux SP ou autres, le prof bricole un peu son métier face aux élèves. Donc, je me suis jamais senti broyé par l'institution. J'ai un rapport parfois problématique à l'institution parce que j'ai pu mal vivre certaines inspections où je suis pas forcément d'accord avec certaines choses qu'on nous a enseignées. Mais quand je suis seul face aux élèves, j'improvise moi-même des techniques, d'ailleurs qui font parfois appel aux nouvelles pédagogies, parfois des choses plus traditionnelles, mais j'ai le sentiment que le prof globalement reste assez libre. C'est à la fois sa beauté et sa misère parce qu'il est seul, il est en partie seul, mais ça le sauve aussi du fait d'être broyé par une institution. Trop d'inspections ou pas suffisamment d'inspections? Les profs sont trop surveillés ou pas suffisamment évalués? C'est une question délicate. Je pense qu'il y a un problème de DRH, comme on dit. On n'est pas de ressources humaines. De ressources humaines, oui. On est inspecté de manière, disons, trop peu souvent, et puis ça prend un tour un peu autoritaire. C'est quelqu'un qui vient dans le cours et qui nous voit pendant 2 heures. Bon, alors de cette manière-là, on échappe au jugement du chef d'établissement, mais il y a un côté très hiérarchique. D'ailleurs, c'est un des paradoxes aussi du métier, c'est que le prof apprend aux élèves théoriquement à s'exprimer, à développer une dimension critique dans sa parole, mais le prof lui-même est très strictement jugé par la hiérarchie. Il n'y a pas intérêt à ce qu'il dévie trop de ce qu'on lui aura appris à l'UFM. Donc il y a un paradoxe. Moi, j'ai toujours vécu les inspections comme parfois des beaux moments d'échange, mais aussi parfois comme des choses un peu autoritaires et un peu blessantes, parce que 10 ans de métier est réduit à 1 heure de cours qui est observé, ce qui me paraît un peu absurde. Mais je veux pas jeter la pierre aux inspecteurs qui parfois ça donne lieu à des très beaux échanges. Vous en parlez effectivement dans cet ouvrage comme d'un métier très solitaire, peu d'outils pédagogiques aussi mis à la disposition du jeune professeur, peu d'encadrement, même les redoutées inspections seraient plus rares qu'on ne le pense ou qu'on ne l'imagine. En fait, c'est moins une transmission du savoir-être bon professeur que vous regrettez, qu'un manque de reconnaissance une fois la pratique mise en place? La solitude du professeur, elle se trouve là? Oui, alors la question du manque de reconnaissance,
Comme on le disait en début d'émission, le métier s'est un peu durci et c'est vrai qu'on a très rarement de retour de la part de la hiérarchie qui nous dirait vous faites un bon boulot. Bon, d'ailleurs c'est pour ça que la loi Blanquer, il y a le premier article qui a suscité des crispations puisque l'école qui se veut de la confiance, donc cette loi-là commençait par un article qui précisait que le prof avait un devoir d'exemplarité. Donc les profs ont dit on gagne moins bien notre vie, on est constamment déprécié par des pouvoirs politiques qui finalement nous mettent rarement en avant. Et encore une fois, on commence par nous dire qu'on a intérêt à mesurer ce qu'on dit. Donc les profs ressentent cruellement ce manque de reconnaissance. D'ailleurs, je pense que ça bloque beaucoup de réformes. Mais pourquoi derrière ce mot exemplarité, c'est une invitation au silence qui a été perçue par beaucoup de profs l'ont interprété comme ça. Alors, il faut pas oublier la deuxième partie de l'article qui dit que en retour, les élèves et les parents d'élèves doivent un certain respect à l'institution. Donc l'article a quand même deux côtés. Le prof doit être exemplaire. Alors exemplaire en quoi? Est-ce que c'est en comportement moral? Est-ce que il doit limiter ses critiques de l'institution? Tout ça reste assez flou. Mais en retour, l'élève et les parents doivent respecter le prof, donc pas l'insulter, pas trop critiquer. Donc l'article est plus subtil qu'on avait pu vouloir le dire. On imagine que le premier réflexe quand on devient professeur, c'est de singer les méthodes d'un prof qu'on aurait adoré à l'école, au collège, au lycée, pour tenter de reproduire ce qu'on imagine être un bon prof. Ça a marché pour vous au début? Vous avez tenté de faire ça? Ah tiens, j'ai pas réfléchi dans ces termes-là. C'est vrai que dans le livre, je fais quelques portraits de profs qui m'ont impressionné, qui étaient d'ailleurs pas forcément objectivement les meilleurs. Parfois, c'était des personnalités qui m'impressionnaient. J'ai jamais tenté de les imiter, mais c'est après coup, au milieu de carrière, que j'ai pu faire le parallèle effectivement entre certaines choses que j'avais pu observer et moi-même aujourd'hui, c'est vrai. Ce qui me frappe en tout cas, c'est que je trouve la fameuse transmission des savoirs. Quand on est un élève, au fond, est-ce que c'est vraiment ça qui compte? Je trouve qu'on retient plus des personnalités, des attitudes, des personnages, des rituels, parfois des choses drôles. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai retenu des profs. Ou une attitude face au savoir plutôt que des savoirs eux-mêmes. Voilà, c'est plutôt ça que j'ai retenu des profs. Le fameux charisme anti-bourdieusien. Vous évoquiez tout à l'heure. Mais moi, j'aime bien cette notion, par exemple, des profs à la Sorbonne qui m'avaient impressionné, des spécialistes de Nietzsche ou de Mallarmé. Est-ce que j'ai vraiment retenu ce qu'ils me disaient sur Nietzsche ou Mallarmé? Non. J'ai retenu leur attitude face à ces personnages mythiques qui étaient Nietzsche ou Mallarmé. Voilà. C'est-à-dire leur curiosité, leur engouement envers ces penseurs. Ils avaient ouvert cette petite porte. Vous insistez beaucoup dans ce livre, Les bons profs, sur l'importance des méthodes de travail, ayant pris conscience qu'un bon professeur n'est pas simplement celui qui apporte un savoir, mais plutôt un rouage qui permet d'amener l'élève vers l'acquisition du savoir. Alors comment on s'y prend pour ouvrir ces petites portes chez l'autre? Alors, pour moi, l'enseignement des techniques pour travailler n'était pas évident. Moi, je suis un ancien très bon élève. D'ailleurs, j'en ai pas forcément été très heureux. Mais pour moi, apprendre aux élèves à apprendre a toujours quelque chose d'un peu curieux. Puisque quand j'étais bon élève, j'apprenais tout court, je me posais pas de questions, j'ingurgitais par cœur tous les manuels. Et donc, quand j'ai commencé dans la carrière, j'étais un peu surpris que les formateurs nous demandent d'apprendre aux élèves à apprendre. Pour moi, il suffisait de travailler. Et donc, j'ai mis un certain temps, maintenant aujourd'hui, je comprends cette idée-là, j'ai mis un certain temps à comprendre l'idée qu'il fallait effectivement apporter des savoirs, mais aussi, et peut-être surtout, je sais pas quelle est la proportion, expliquer aux élèves comment faire une fiche, comment travailler chez soi. D'ailleurs, certains critiquent dans le système scolaire français le fait que la journée de cours soit consacrée au savoir et qu'on laisse les élèves travailler chez eux. Et des nouveaux pédagogues, un de leurs chevaux de bataille, c'est de dire non, il faut rééquilibrer tout ça. Il faut réintégrer dans la classe le travail. C'est-à-dire qu'il faut que l'élève travaille en face du prof, apprenne lui-même ses fiches, fasse des exercices devant le prof, et que ce soit pas réservé à la maison. Donc voilà. Alors je ne sais pas si je dois ici détailler un peu tous les exercices, mais c'est vrai que je suis attentif maintenant à passer plus de temps, à donner des exercices, à vérifier que les élèves le font, et à les préparer, à les rassurer sur ce qui est attendu au bac, aux examens, au concours. Chose que je faisais moins en début de carrière, c'est vrai. Vous avez évoqué les nouveaux pédagogues. Oui. Comment vous situez justement dans ce débat entre les républicains d'un côté, les pédagogues de l'autre? Ça fait des années et des années qu'on est pris dans ce clivage qui est aussi radical, polarisé qu'on l'imagine. Alors il a quand même été très brutal. Années 90, il y avait des pamphlets de part et d'autre qui étaient très brutaux. On considère depuis il y a
quelques années que l'opposition s'est folklorisée, c'est-à-dire qu'en fait l'opposition ne serait pas si frontale. Mais ce qui m'amuse avec l'arrivée de Blanquer, c'est qu'il réactive un peu cette opposition-là, puisqu'il donne quelques gages au camp un peu traditionnel, ce qui réanime les pédagogues, comme on dit, ou les nouveaux pédagogues. Donc c'est amusant, la fracture est en train de se recréer. Alors moi, ce que je pense de tout ça... On imagine toujours le professeur de terrain, lui, un peu au milieu de ces débats, qui n'est pas forcément lui-même un théoricien des méthodes des politiques éducatives. Ouais. Alors ma position, moi, c'est que les nouvelles pédagogies sont passionnantes. J'écoute avec toujours beaucoup d'intérêt Philippe Mérieux. Je lis des livres de grandes figures de la pédagogie. C'est toujours intéressant de savoir qu'est-ce qui peut motiver l'élève, qu'est-ce qui peut accompagner les élèves les plus faibles. Après, je pense qu'il y a eu quand même un problème, je vais dire, presque historique dans les années 90. Les nouvelles pédagogies sont arrivées, pourquoi pas, j'allais dire, mais se sont confrontées à ce que j'appelle moi deux vents contraires, deux courants massifs qui se sont un peu opposés à elles. Tout d'abord l'arrivée de nouveaux publics dans les collèges et les lycées, ce qu'on appelait la massification, c'est-à-dire qu'en quelques années, tout d'un coup, le public scolaire a explosé et on a vu arriver des générations entières d'enfants qui n'étaient pas forcément préparés à affronter le collège ou le lycée, qui avaient parfois de profonds problèmes de compréhension de la langue ou même de la culture, et que les nouvelles pédagogies, aussi bienveillantes soient-elles vis-à-vis des élèves les plus faibles, ont peiné, à mon avis, justement, à aider ces élèves-là. Et c'est, à mon avis, le drame des nouvelles pédagogies, c'est qu'elles voulaient aider les élèves les plus faibles et qu'elles n'y ont pas forcément réussi. Et c'est finalement assez triste. Donc ma position à l'heure actuelle, c'est que moi j'aime bien les nouvelles pédagogies, mais il faut mettre un peu de l'eau dans son vin. D'ailleurs, Philippe Mérieux, c'est assez drôle de voir son évolution, lui qui était très critique sur la dictée, le cours magistral, autant de choses qui étaient considérées comme passéistes et un peu violentes d'un point de vue symbolique vis-à-vis de l'élève, considère qu'aujourd'hui on peut parfaitement en faire sous certaines conditions. Donc moi je considère que mes cours sont évidemment un mélange des deux. Dans le livre j'évoque ce que j'appelle la dose minimale de savoir. J'ai cru remarquer que il y avait une sorte d'échange de politesse entre les élèves et le prof. Les élèves font la politesse d'être là. Peut-être que la politesse du prof, c'est de fonder quand même son cours sur au moins, j'allais dire, 5 minutes de savoir pur. Quitte à ce qu'après, à partir de cette dose de savoir, on parte sur des exercices plus pratiques. Mais j'ai toujours remarqué, moi, qu'un cours qui me satisfaisait et qui satisfaisait les élèves proposait quelques éléments de savoir pur. Et les quelques fois où j'ai essayé de fonder des cours sur de la pratique pure ou de l'échange pur, dans mon cas, ça ne marchait pas. On a le sentiment quand même qu'on avance, et que vous, les professeurs, vous avancez à tâtons. Oui. On n'a pas parlé des neurosciences. En ce moment, c'est elles qui ont la cote pour tenter de comprendre ce qui se passe dans le cerveau de nos enfants et comment améliorer aussi les méthodes d'apprentissage chez les élèves avec ce conseil scientifique mis en place, piloté par Stanislas Dehaene, le neuroscientifique, et mis en place par Jean-Michel Blanquer, dont on dit d'ailleurs qu'il est l'éminence grise. Vous vous intéressez à ces méthodes-là, vous ne leur fermez pas la porte. Il y a quand même des choses aussi à comprendre par ce biais-là. Oui, bien sûr. D'ailleurs, quand j'étais à l'UFM, j'étais surpris. Donc, j'y étais au début des années 2000. J'étais surpris qu'on n'ait pas de formation sur le cerveau des adolescents. Des choses qui me paraissaient évidentes. Finalement, on ne connaît pas les adolescents. Donc, prof, on les découvre à mesure qu'on exerce le métier. Simplement, les neurosciences, c'est parfait. La sociologie, c'est parfait. Toutes ces sciences-là. Simplement, c'est pas ça qui donne forcément une direction et un sens à une pédagogie ou même à un projet politique. D'ailleurs, ce qui est quand même un peu troublant quand on est prof, c'est que tous les 5 ans, en gros, la politique éducative change. Donc les programmes changent, évoluent, il y a des tonalités différentes. Et ça nous renvoie encore une fois à notre solitude, puisque la classe politique a pas l'air de savoir ce qu'elle veut faire exactement avec l'éducation. Il y a beaucoup de tendances contradictoires qui s'imposent. Donc c'est au prof, en fin de compte, je suis désolé de dire, de se bricoler sa propre pédagogie. Peut-être qu'en fait, il faudrait faire de la neuroscience appliquée au cerveau aussi des professeurs pour savoir ce qui s'y passe. Oui. Ça risque de changer encore, puisqu'une loi est en discussion. On va en parler avec vous. Aymeric Patricot, on est ensemble jusqu'à 13h30. Vous écoutez France Culture. France Culture. La grande table. Olivia Gesbert. Une profession à l'image dégradée, vous l'évoquiez en ouverture de notre discussion, Aymeric Patricot, auteur de Les bons profs, avec le sentiment peut-être que l'institution ne les protège plus, les professeurs. Alors Jean-Michel Blanquer, que vous avez déjà cité à 3 reprises, semble vouloir y remédier avec un maître mot dans sa future réforme, la confiance. Je vous propose d'écouter les mots du ministre de l'Éducation lorsqu'il a ouvert l'année scolaire 2017-2018 à la presse. L'école de la confiance, ça signifie beaucoup de choses.
Ça signifie d'abord la confiance du ministre dans les acteurs du système. C'est extrêmement important. Et un jour comme aujourd'hui, je veux dire ma confiance à tous les acteurs du système, et évidemment, tout particulièrement aux professeurs de France. C'est eux qui, au quotidien, font vivre le système scolaire. Je suis le ministre des professeurs, je suis là pour les soutenir. Je dois dire devant la société française à quel point leur fonction est absolument indispensable pour notre vie collective, pour la République. Et nous devons tous être en soutien des professeurs. Et c'est vrai de la part du ministre, c'est vrai de la part de toute la population française. Et je serai toujours sur cette ligne, évidemment. Ce respect que nous devons avoir pour la fonction professorale, cette attractivité aussi de la fonction professorale, cette noblesse de la fonction professorale, je tiens à le souligner pour commencer. Cette école de la confiance, c'est avec un objectif. L'objectif, c'est que grâce à la confiance de tous les acteurs, de l'institution vis-à-vis des chefs d'établissement, des professeurs, des personnels non enseignants, des familles vis-à-vis de l'école vis-à-vis des familles, des élèves vis-à-vis de leurs professeurs. Mais à la fin, le but, vous le savez, c'est d'arriver à la confiance des élèves en eux-mêmes. 1 an et demi après, vous avez, j'imagine, parcouru le projet de loi ou les comptes rendus de cette réforme Blanquer. Est-ce que vous avez confiance ? Alors déjà, ça fait du bien d'entendre ce qu'il dit. Bon, Blanquer est un très bon communicant, donc la noblesse du métier, c'est évidemment des mots qui font plaisir. En fait, dans la réforme Blanquer, ce qui est compliqué, déjà, il y a beaucoup de dimensions. Mais il faut distinguer la question des moyens et la question du fond. Comme je disais aussi en début d'émission, la question du moyen parasite beaucoup. C'est-à-dire quand un ministre vous dit qu'il fait confiance aux profs, mais que par ailleurs, le point d'indice est gelé et que les conditions n'arrêtent pas de se dégrader, les profs ont du mal eux-mêmes à accorder leur confiance au ministre. Bon. Après, sur le fond de la réforme lui-même, donc indépendamment de la question des moyens ou de du salaire des profs, le mérite de Blanquer, c'est déjà de s'attaquer à des choses que tout le monde avait identifiées comme étant des problèmes. Par exemple, le fort taux d'échec des lycéens qui arrivent à la fac, parfois dans certaines filières, 40% d'abandon dès la première année. Il y avait un vrai problème. Donc, il propose une solution qui est ce qu'il appelle travailler le continuum. Alors, c'est un peu technique, le continuum bac-3, bac+3. C'est-à-dire l'idée, c'est de préparer un peu les élèves au lycée, donc préparer leur entrée dans la fac, en réfléchissant en amont à ce qu'ils pourraient faire à la fac. Donc au moins il a le mérite de proposer quelque chose. Alors ce qui crispe beaucoup de profs, c'est qu'ils accusent Blanquer de s'aligner sur ce que certains appellent une vision néolibérale de l'éducation. C'est-à-dire qu'en fait, on renonce un peu à l'idée d'un socle commun de connaissances pour préparer les élèves à rentrer sur le monde du travail, sur le marché du travail. Bon, alors c'est une des 3 dimensions que j'identifiais tout à l'heure. Et là, cette question de l'école de la concurrence aussi, oui, qui va de pair avec la création notamment de ce conseil d'évaluation de l'école chargé d'évaluer les établissements scolaires, avec le risque de remplacer le bouche à bouche, de l'officialiser, mais de renforcer les conduites d'évitement en créant des bons établissements compétitifs d'une certaine manière et ceux vers lesquels personne n'aura envie d'aller. Effectivement. D'ailleurs, cette réforme arrive au moment de la crise des Gilets jaunes. Donc beaucoup ont ironisé sur le fait que la réforme, donc qui consiste à laisser un peu de choix aux lycéens en termes d'options, risquait d'aggraver ce qu'on appelle la fracture territoriale. C'est-à-dire qu'il y aurait des lycées de centre-ville qui proposent toutes les options, les fameuses 12 options, mais d'autres lycées un peu plus loin des centres-villes qui ne pourraient pas offrir ce bouquet. Donc c'est ça qui est peut-être en train de coincer avec la réforme Blanquer, c'est que sur le papier c'est très séduisant cette idée d'offrir beaucoup de choix, un choix plus fin aux élèves pour les options, mais la réalité est plus complexe, c'est très difficile à mettre en œuvre. Peut-être que tout ça va devenir une grosse machine à gaz qui risque d'accentuer les inégalités. Et c'est vrai que la question des inégalités est très sensible en France. Les profs ont souvent cette angoisse que le système ne garantisse pas les mêmes chances à tout le monde. Donc il y a une tension entre liberté et égalité des parcours. Suite à l'agression d'un professeur à l'automne dernier, un mouvement a pris forme sur les réseaux sociaux, le mouvement Pas de vague, avec beaucoup de témoignages d'enseignants qui sont à cette occasion-là remontés pour dénoncer le comportement de certains élèves et surtout l'omerta de l'administration. Écoutez. Ça s'arrête par là, oui. Il y en a toutes les minutes. Toutes les minutes. Toutes les minutes, vous avez des messages, pas de vague, pas de vague. Et effectivement, c'est arrivé pile au moment où le ministre a dit que, bien sûr, l'institution serait toujours derrière nous. Et évidemment, ça nous fait doucement rigoler. Et c'est un peu le principe de MeToo, quoi. C'est MeToo, mais pour les professeurs. Voilà, on peut enfin dire les choses. Et il y a 20 ans, on n'aurait pas pu faire ça. C'était pas possible. C'est vraiment un hashtag qui m'a un peu pris au trip parce que effectivement, ça a réveillé des choses en moi violentes. Moi, je fais partie des gens qui croient en l'école.
Et justement, ce relativisme permanent, cette négation, ce déni de nos difficultés, c'est quelque chose dont on crève. Et là, justement, nous, on a envie de crever la bulle, quoi. On a envie que les gens comprennent. On a envie de le dire. On a envie que l'école change, parce qu'on y croit. Hein. Il y a pas de problème. Moi, j'y crois toujours à l'école, hein, mais il va falloir qu'il y ait des choses qui changent. Voilà, il était l'un des initiateurs de ce hashtag pas de vague sur les réseaux. Il y a une bulle à crever. Si vous deviez le faire, vous, en quelques mots, Aymeric Patricot, qu'est-ce que vous diriez? C'est très clair. Quand j'avais écrit le livre en 2011, je constatais qu'il y avait un gros tabou et une omerta, c'est-à-dire qu'il y avait une violence très forte dont souffraient les profs, mais dont souffraient aussi les élèves, dont souffrait tout le monde. Mais il ne fallait pas en parler parce que à droite, on s'en moquait un peu, on se moquait un peu des profs, et à gauche, on considérait qu'il fallait pas stigmatiser un peu certains quartiers. Mais c'était une erreur. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut parler des problèmes et qu'au contraire, c'est en refusant de parler qu'on accentue que les différences et les difficultés s'approfondissent. Donc je suis très heureux qu'il y ait eu ce mouvement pas de vague, même si j'ai remarqué qu'après le temps de l'explosion de l'information, il y a à nouveau... le couvercle a été remis. Le couvercle a été remis. J'ai vu certains syndicats que je citerai pas qui ont tout de suite dit mais attention, il faut pas simplifier, la plupart des élèves restent formidables, ce qui est par ailleurs vrai. Mais il y a eu à nouveau cet effet couvercle. Donc je suis très heureux que Internet permette cette libération de la parole. Encore une fois, c'est finalement assez proche du gilet jaune, MeToo, etc. Une parole plus immédiate qui contourne un peu ce qu'on appelle les corps intermédiaires. Donc les syndicats ont toujours un peu étouffé ça. Et là, ça sort et je trouve ça très bien. Alors, est-ce que ça va résoudre les problèmes? Je sais pas. Mais au moins, les choses sont dites. Et c'était d'ailleurs l'ambition de mon premier livre, là, en 2011. Au moins, les choses sont dites. Voilà. Mais quel est le problème? Le problème, c'est qu'on a sous-estimé la profondeur de la misère sociale et culturelle. On a fait comme si tout allait se résoudre bon an mal an. C'est pour ça que les nouvelles pédagogues ont été surpris par la brutalité qui pouvait exister dans certains collèges. Les nouvelles pédagogies sont très belles, mais dans un cadre apaisé. Et dans une classe où 30% des élèves, et je sais pas pour leur jeter la pierre, mais 30% des élèves souffrent de conditions sociales difficiles et ont du mal à se cadrer eux-mêmes, c'est très difficile d'appliquer des nouvelles pédagogies. Et donc, on a laissé pourrir la situation. J'ai vécu des collèges où il était impossible de faire cours. Je pense que tous les profs ont connu ça. Moi, j'appelle ça perdre sa classe. J'ai connu des heures où tout d'un coup, tous les élèves se lèvent et se mettent à hurler. Et donc, on n'arrive même plus à crier soi-même. Bon. Et ça, c'était un tabou parce que ça dérangeait. À droite, ça dérangeait parce que ça les intéressait pas. Et encore une fois, à gauche, ça dérangeait leur idée que globalement, l'éducation fonctionnait et que tout irait mieux dans le meilleur des mondes. Bah non, il y a des difficultés et on a vraiment sous-estimé cette question-là. Mais je pense que la classe politique est responsable à 100%, mais aussi la classe médiatique en partie, parce que je me rappelle que cette question-là n'intéressait pas les journalistes. Et moi-même, en tant que prof, j'avais pas lu dans la presse des articles qui me préparaient à ce que j'allais vivre. Mais je pense qu'on a changé d'époque. Aujourd'hui, le sujet s'est un peu démocratisé. Donc j'ai plutôt bon espoir. Mais il reste quand même un gros boulot. Et puis l'actualité récente nous a montré qu'il y avait quand même des collèges qui parfois flambaient. Il y avait des profs qui se faisaient taper, agresser, brûler leur voiture. Donc la réalité reste difficile. Merci beaucoup à vous, Aymeric Patricot. Les bons profs, votre ouvrage et ces témoignages viennent paraître aux éditions Plein Jour. Merci. Merci. Un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table, à Maya Neskovic et Laura Dutèche-Pérez et Jean-Christophe Brianchon pour la préparation et programmation de cette Grande Table des idées, à Oriane Delacroix, Jeanne Copé et Henri Leblanc pour la Grande Table Culture avec l'aide très précieuse de Mathilde Tonfourcade et d'Antoine Suzarelli. À la réalisation aujourd'hui, c'était Marie Placet avec à la technique